Merci aux amis du monde diplomatique donc, pour l'invitation. Et le fait, je pense, aujourd'hui de discuter de la relation justement entre la politique, l'État et le fonctionnement de la société capitaliste constitue, il me semble, aujourd'hui un enjeu assez fondamental justement dans les luttes actuelles. Parce que justement ces luttes sont prises dans une séquence idéologique spécifique qui constitue un obstacle à ces mêmes luttes. Et en cherchant à théoriser un petit peu la relation interne de la sphère, ce qu'on appelle la sphère politico-étatique avec la société capitaliste, ce que je propose un peu, c'est en évoquant notamment des niveaux de réflexion théorique pour essayer de penser la relation entre la société capitaliste et cette sphère, un discours impliqué dans la perspective bien sûr d'une transformation de la société. Que nombreux aujourd'hui sont ceux qui croient que l'État, pourvu qu'il soit un peu gouverné par des gens intègres, compétents, nouveaux, dévoués à l'intérêt général ou vraiment de gauche, mais vraiment de gauche, permettrait enfin de mettre l'économie au service du plus grand nombre, du bien-être et des équilibres écologiques. Et pour beaucoup, l'État serait au fondement finalement de la régulation de la vie sociale. La démocratie que l'on aimerait réelle ne serait que l'instrument finalement de ce que veut être la société, et la politique serait la sphère sociale permettant d'imposer, par exemple, des limites au marché ou au ravage écologique de la planète. Et on oppose ainsi, dans cette séquence idéologique, le politique ou la politique à l'économique. La sacralisation des formes politiques et étatiques reste un petit peu la religion moderne la mieux partagée. Et c'est pas nouveau parce que depuis la diffusion des déclarations des droits et les constitutions issues des révolutions anglaises au XVIIe siècle, de la révolution américaine de 1776 ou de la grande révolution française de 89, il y a une croyance qui traverse les imaginaires modernes, mais aussi la philosophie politique, qui est cette idée que les rapports sociopolitiques, finalement, seraient au fondement du monde social moderne que nous formons sous la forme notamment de l'autodétermination consciente de nos propres rapports sociaux. Nous arriverions ainsi à une sorte d'humanité, c'est du moins ce qu'on nous sert depuis 3 siècles, nous arriverions à une humanité qui, grâce à la politique et à l'État, serait enfin maîtresse de son destin. Et on baigne un petit peu tous, nous tous, dans cette espèce de rêve, de cet espoir. Et on connaît également, dans les années 68, le slogan « Tout est politique », justement, qui participe de ce rêve un petit peu des Lumières. Et puis, on croit que la constitution du lien social, finalement, résulte de simples rapports de volonté. C'est la volonté toujours qui est au centre. Elle serait médiatisée par le droit, et l'État serait toujours au fondement de cette régulation de la vie moderne. Et cette vision, donc, opposant la politique à l'économique, on peut penser, ce sera un petit peu ma thèse, qu'elle est justement radicalement fausse. Et on peut au contraire penser que nous sommes ici un peu au cœur de l'illusion politique contemporaine. Parce qu'après 2 siècles, on voit quand même qu'il y a un petit problème, que le devenir de la politique et de l'État semble de plus en plus démentir ce grand mythe de l'auto-institution politique et de la modernité. Mais pour autant, on a du mal à s'en défaire de ce mythe. Et pour se rassurer et mieux affirmer avec nostalgie la nécessité d'un retour à ce qui serait dans la noblesse d'une vraie politique, on se remémore le bon vieux temps où le jeu pourri des médias, des annonces spectaculaires, le jeu des politiciens, des politiques néolibérales et plein d'autres choses n'auraient pas en fait dénaturé cette sphère de la politique. Et aujourd'hui, notamment dans notre séquence, ça va être donc, elle va être réaffirmée, cette sphère politique étatique, au nom du peuple, de la nation ou de la juste gouvernance. On dénonce ce qu'est devenu l'État et la politique au nom des véritables rôles qu'ils devraient jouer. Et l'on dénonce la démocratie représentative et ses dysfonctionnements également au nom d'une sorte de démocratisme radical, c'est-à-dire d'une sorte de volonté de démocratie directe
qui résoudrait, on pense, magiquement un petit peu tous les problèmes. Que si l'État a failli finalement à sa fonction de régulation du capitalisme, c'est qu'il nous aurait finalement été volé alors, par les élites, par l'oligarchie, par les énarques, par la finance, voire chez certains par les juifs. Encore si la démocratie a failli, c'est qu'on pense qu'elle nous aurait été confisquée au profit des seuls intérêts de la bourgeoisie, de l'oligarchie financière, de la technocratie, de l'énarchie, quand ce n'est pas Bruxelles pour les Européens, ou Washington pour une certaine opinion publique américaine. La volonté donc d'une sorte d'étatisme intégral, qu'on aimerait qu'il revienne sur son rôle d'origine. Et le deuxième motif, donc, ce fameux démocratisme radical, cette volonté d'une plus grande démocratie qui permettrait d'éviter les dysfonctionnements. Que ce fétichisme de l'État et de la politique, il est en quelque sorte redoublé d'un néo-nationalisme, qui peut être celle de la préférence nationale pour l'extrême droite, ou alors du produit français de manière générale qui est revenu en force dans les années 2000-2010. Et on a vu pendant la campagne des présidentielles, ça a été vraiment le petit concours pour voir qui sortirait vraiment le plus de petits drapeaux. D'un côté le politique, la communauté nationale et sa souveraineté, sous la forme variée bien sûr en fonction des positions politiques. À gauche ça va être plutôt le peuple démos, démocratique, donc plus inclusif. Et à l'extrême droite, ça va être plutôt la nation pensée comme un peuple ethnos, avec la culture, plutôt donc, exclusif au contraire. Et tout ça va être opposé systématiquement dans la séquence idéologique présente à l'économique, au capitalisme, à la mondialisation, au marché européen du libre-échange, quand ce n'est pas, pour certains, à l'Europe allemande, voire carrément à la chancelière Merkel qui serait l'origine de tous les problèmes. Comme si la politique, finalement, la nation, le peuple et l'État étaient par principe étrangers à l'autre pôle, c'est-à-dire étrangers à la société capitaliste dans son ensemble. Il y a toujours donc ce clivage étatisme contre libéralisme, ou nation contre mondialisme, ou européisme. Et cette idéologie de crise dominante dans l'imaginaire, elle relève véritablement d'une forme, on peut dire, d'anticapitalisme tronqué. Et surtout, elle nous pose donc la question, finalement, la question théorique et analytique de la relation au sein de la société capitaliste patriarcale entre le politique et l'économique, la relation entre la politique et le capitalisme, l'État et cette société capitaliste. Réfléchir théoriquement à cette relation, pour mieux justement s'opposer aux fausses solutions qui pourraient être immanentes au système que l'on dénonce. Et donc là, faire de la théorie, ça véritablement un enjeu. Alors, théorie et praxis, ici, évidemment, ne s'opposent pas. Et les luttes se doivent d'être théorisantes, justement, afin de sortir d'une lutte qui ne ferait que traiter à l'intérieur du système des contradictions immanentes à celui-ci. Il s'agit de, théoriquement, par l'abstraction de la réflexion, saisir l'unité logique sous-jacente qui constitue la relation entre la politique, l'État et l'économie. Particulièrement, donc, un point de vue marqué par ce qu'on appelle donc, dans les courants marxistes allemands, le débat sur la dérivation de l'État qui a eu lieu dans les années 70. Et mon discours aussi sera donc marqué aussi par la question, le courant de la critique de la valeur autour des auteurs comme Hansen Japp ou Robert Kurz. Si on regarde la philosophie politique telle qu'elle existe aujourd'hui, elle a en fait tendance à penser la question de l'État et du politique de manière transhistorique. Toujours des sortes de généralités éternelles que l'on va balader dans tous les coins du monde et à toutes les époques. Les concepts d'État et de politique ne sont jamais historiquement spécifiés au sein des formes déterminées des sociétés humaines qui se sont succédées depuis le néolithique. Et dans une vision vraiment universaliste qui est propre à l'imaginaire occidental, on va projeter les catégories politiques modernes sur toutes les époques historiques, sur tous les espaces, sur toutes les configurations des rapports sociaux depuis le début de la préhistoire. État, les catégories donc État, cité-État,
la police grecque, la catégorie de politique, d'empire, de république, toutes ces catégories et bien d'autres sont projetées du passé vers le présent, du présent vers le passé, d'un espace à un autre continent, etc. Donc de manière historiquement et géographiquement, totalement de manière non spécifique. Comme des essences éternelles. Ça c'est véritablement la marque de la philosophie politique de manière générale. On pourrait encore dire que l'État n'est pas, comme le croient les théories libérales bourgeoises, le porteur du bien commun des citoyens, ou l'arbitre impartial des conflits. On pourrait dire encore qu'il n'est pas non plus une configuration limitée de ce que Michel Foucault appelle l'ontologie des relations de pouvoir. C'est un concept qui balade un petit peu, lui aussi, de manière transhistorique, au travers de toutes les sociétés humaines. Il n'est pas également, comme le croient les théories plutôt autoritaires, ou qui s'appuient plutôt sur les aspects techniques et hiérarchiques, cette sphère n'est pas non plus la question de la rationalité unificatrice et centralisée de l'organisation, une organisation technico-hiérarchique. Certains auteurs évoquant l'État comme une sorte de méga structure sociale, une sorte de méga machine. Le terme est utilisé par l'auteur Lewis Mumford. Et par contre, si les mouvements révolutionnaires, inspirés du marxisme comme de l'anarchisme, ont toujours été conscients, eux, de la nature capitaliste de l'État, on a souvent trop insisté sur une vision instrumentale de cette nature de l'État. L'État serait un simple moyen, la simple agence au service d'une classe dominante, et par là, à la manière d'Engels, on n'a fait que dériver l'État à partir de la théorie des classes. Et donc, à partir des années 70, cette théorie engelsienne de l'État, notamment dans le marxisme allemand, en s'appuyant sur Marx, une relecture de Marx, mais aussi donc sur l'ouvrage d'un théoricien marxiste russe ou ukrainien, je ne me rappelle plus, Evgeny Pazoukanis, qui avait publié un bouquin qui s'appelle La théorie générale du droit et le marxisme. On a, à partir des années 70, commencé à proposer, dans ce qu'on appelle le débat donc, sur la dérivation de l'État, une autre théorie marxiste de l'État, moins plaquée sur la théorie engelsienne. Et le débat a démarré avec des remarques de Pazoukanis, dans les années 70. On va partir de là pour dériver de la forme marchandise des rapports sociaux, l'État, le droit. On va essayer d'inventer une nouvelle théorie marxiste du politique et de la politique. On a la forme de l'échange d'équivalents de marchandises au sein de la société capitaliste. La forme du droit, la forme du pouvoir public, c'est-à-dire étatique, est également donnée. La supposée instrumentalité de l'État prend trop pour argent comptant l'apparence autonome de l'État, en abstrayant celle-ci un petit peu de la forme de synthèse sociale capitaliste dans laquelle il est émergé de manière beaucoup plus fondamentale. Ce n'est pas qu'un simple instrument intemporel, un moyen intemporel, et il faut au contraire dériver sa forme historiquement spécifique depuis les rapports sociaux capitalistes. Un lien toujours externe et jamais interne entre l'État et la classe capitaliste. Cette vision instrumentale de l'État posait immédiatement problème parce que si l'État est en soi quelque chose de simplement instrumental et qui n'est que dans un second temps l'instrument de la classe bourgeoise, alors on va pouvoir envisager la conquête réformiste ou révolutionnaire de la forme État pour la faire rouler désormais au profit de la classe prolétaire, soi-disant. Et ce sera le concept d'État prolétarien que produiront certains révolutionnaires. Et on pense évidemment à ce qui s'est passé en 1919 et ce qu'il est advenu. On a donc toute la vision qui cherchera jusqu'à aujourd'hui, et qui est encore présente au sein de la gauche, qui cherchera donc à changer la société depuis l'État, par l'appropriation du pouvoir étatique, simple instrument constituant finalement la condition préalable pour changer ou mettre à bas la société capitaliste. Et c'est un débat au sein de la gauche aujourd'hui qui est posé, juste pour l'indiquer brièvement,
comme référence. Aujourd'hui, par exemple, au sein du marxisme, John Holloway, avec son fameux livre « Changer le monde sans prendre le pouvoir », va être lu à sa manière également un des héritiers de ce débat sur la dérivation de l'État. Le capitalisme, en fait, souvent on se le présente comme un simple mode de production, mais en réalité il n'est pas que ça, ce n'est pas que fondamentalement de l'économie le capitalisme. Ou alors c'est plutôt l'essence du capitalisme qui apparaît en surface que comme sphère économique. Mais en réalité le capitalisme, si on suit une certaine argumentation qu'on retrouve chez Marx, est plutôt une forme de vie sociale totale. Une société capitaliste, une formation sociale capitaliste, comme dit Marx, qui constitue donc une totalité sociale qui n'apparaît finalement qui n'apparaît pas immédiatement comme une totalité. Cette forme de vie capitaliste va apparaître en surface par la médiation d'une myriade de sphères différenciées, sphère de l'économie, sphère de la politique, sphère publique, sphère privée, etc. Et chaque fois, ça apparaît à travers ces sphères qui apparaissent comme indépendantes les unes des autres. Ces sphères fonctionnelles s'expriment notamment à travers des institutions et deux séries de couples contradictoires et hostiles qui vont structurer la société capitaliste. D'un côté, on va avoir l'espace privé, le marché, l'argent, le droit privé et l'économie. Et de l'autre, dans une autre sphère, on va avoir l'espace public, l'État, le pouvoir, les droits politiques et publics. Alors, la façon de voir fétichiste, qui confond justement l'apparence et l'essence du capitalisme, oppose ainsi ces sphères les unes aux autres de manière unilatérale, sans du tout chercher le lien interne sous-jacent qui relie ces sphères les unes aux autres. Donc voilà, dans ce cadre, on a une essence totalité qui apparaît, pour le résumer, comme un ensemble de sphères différenciées. La sphère politique, médiée par l'État, apparaît donc toujours comme une puissance finalement extra-économique. C'est-à-dire, comme dit Marx, cette sphère politique étatique, elle apparaît, je le cite, à côté ou au-dessus de la société civile. Ce que Marx appelle la société civile, c'est en gros l'économie, les sociétés bourgeoises. Et elle apparaît sous les traits d'un simple, finalement, appareil organisateur contingent, dont il ne s'agira que de décrire les fonctions techniques, ainsi que les influences politiques qui s'exerceront sur cet appareil. Et Marx va se mettre lui aussi à chercher la relation interne. Il va parler, je le cite, justement d'un excès d'importance que l'élément politique s'attribue lui-même. Et c'est encore l'ensemble de cette inversion entre l'essence et l'apparence que va pointer Marx quand il va écrire au lieu de traiter la société présente comme fondement de l'État présent, on traite l'État comme une essence indépendante qui possède ses propres fondements de l'ordre de l'esprit, de la morale et de la liberté. Donc le et la politique, selon Marx, ne sont donc en rien un ordre de phénomènes à part qui viendraient de l'extérieur se surajouter à la société pour l'encadrer, la réguler, voire l'instituer comme telle. La sacralisation du politique, du juridique et de l'État doivent être plutôt critiqués selon Marx comme des phénomènes liés à la manière dont se manifestent nécessairement les rapports sociaux-capitalistes. Après, à partir de Marx, justement, on peut essayer de proposer et de voir, de reconstruire, au-delà de ce que Marx appelle les apparences et de la forme d'apparence de l'État, quelle est cette relation interne entre la sphère politique étatique et la société capitaliste. Selon Marx, l'individu moderne, c'est intéressant, il écrit ça au tout début du XIXe siècle sur la question juive,
l'individu moderne, c'est-à-dire nous tous, on vit une double vie, aux polarités en apparence contradictoires. Dans sa première vie, il avait sa peau de lion économique, c'est le terme de Marx, et devient alors un sujet économique. Et donc un sujet de travail, un sujet exploité, mais aussi un sujet qui détient les moyens de production, un sujet qui possède de l'argent, etc. Dans cette vie économique, les individus isolés sont conduits à transformer leur énergie vitale en travail abstrait et à l'introduire dans un procès de valorisation, que ce soit sous la forme de la vente donc de la force de travail exploitée ou de la production de marchandises que les sujets vont lancer par la suite sur le marché. Et le travail, ce que Marx appelle le travail abstrait, est à ce titre en quelque sorte la matière noire, la colle qui va nous agréger les uns aux autres dans la modernité. Ce travail abstrait va constituer par là un peu le principe structurant de la forme de vie sociale capitaliste. On dit de la synthèse sociale capitaliste. L'individu modèle, finalement, agit dans cette sphère économique, dit Marx, je le cite, un homme privé considère les autres comme des moyens, se ravale lui-même au rang de moyens et devint le jouet de puissance étrangère. Donc surgit pour Marx un monde d'individus atomisés et disposés finalement à l'hostilité des uns envers les autres, où chacun se sent aiguillonné un peu par la crainte évidemment de descendre et l'ardeur de monter. Et dans cette vie économique, dans cette première vie économique, Marx reconnaît ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire la sphère de l'égoïsme, de la guerre de tous contre tous. Et Marx dit, ici, dans ce monde-là, dans lequel nous sommes plongés tous, ce n'est plus l'essence de la communauté, dit Marx, mais l'essence de la différence. Et Marx pose alors la thèse centrale, qui est celle, finalement, d'une socialisation. Les individus sont socialisés, mais sans société. Ils ne forment pas pour autant une société. Dans l'argent, donc plongé que nous sommes dans l'argent, la communauté est à la fois pure abstraction, pure chose extérieure et contingente pour l'individu singulier. Et le seul lien qui les rassemble, ces individus, est la nécessité naturelle, le besoin et l'intérêt privé, la conservation de leur propriété et de leur personne égoïste. Par cette socialisation sans société, il n'y a donc pas de place pour aucun agir commun, ni pour aucune logique collective ou émotive. Dans cette première vie, la société capitaliste génère en son sein un besoin politique. Elle en a besoin pour fonctionner véritablement. La socialisation donc, asociale ou la socialisation sans société capitaliste, qui donc génère de manière logique, comme l'envers même de celle-ci, ce besoin de politique. Et c'est ça qu'on va appeler la dérivation de l'État et de la politique. Et dans sa deuxième vie, l'individu, il revêt au contraire sa peau de lion politique. Il devient alors un sujet doté de droits politiques et juridiques, et prend la forme du citoyen et du patriote. Mais cette double vie constitue en fait la vie du même individu. Il y a une sorte de double sujet dans l'individu moderne. Et bien sûr, la façon de pouvoir assouvir ce besoin de politique, qui dévore continuellement la société capitaliste, sera donc, pour cette société, la constitution d'une sphère séparée. Et surgissent ici on pourrait dire de la cuisse des formes sociales de base du capitalisme, l'hydre à double tête de l'art politique et de la juridiction. La politique va essayer de trouver des solutions à toute l'évolution de la société capitaliste. Et des fois, évidemment, cette société capitaliste va plus rapidement, se transforme plus rapidement que la politique. Donc on a souvent un décalage, justement, entre l'évolution des deux sphères. La sphère politique étatique va jouer un rôle opposé de manière structurelle aux contradictions internes à la forme de vie capitaliste, qui va permettre dans la société présente d'établir des relations directes, de prendre en compte l'universel,
de s'occuper des conditions globales de la reproduction de la société. Autrement dit, sans la politique et l'État, la vie capitaliste ne peut pas fonctionner. Donc la politique ne s'oppose finalement en rien, si on reconstruit la relation, la politique ne s'oppose en rien à l'économique, et inversement. La politique et l'économie ne sont finalement que des sphères d'une même totalité sociale. Elles sont toutes les deux des subsystèmes complémentaires, hostiles, mais interpénétrés, et qui font système. On a cette opposition entre, finalement, d'un côté l'universel abstrait, l'intérêt général, la politique et l'État, et de l'autre, toujours le particulier et l'intérêt privé, l'économie. Et c'est donc pas une opposition entre des idéaux qui pourraient nous renvoyer au-delà du capitalisme. Comme on voudrait souvent le croire depuis la philosophie des Lumières. Mais donc, cette opposition n'est en fait qu'un trait de cette société et sans racine, finalement, dans la forme de vie qu'elle constitue. Comme les intérêts privés dans la société capitaliste ne peuvent pas trouver un agir commun, un agir collectif, alors c'est l'État qui va s'en charger. Il va jouer le rôle en fait d'une sorte de capitaliste collectif en idée. C'est-à-dire qu'il va essayer de représenter les intérêts généraux du système, du travail abstrait. C'est-à-dire qu'il va garantir, comme il le peut, et aussi comme il ne le peut pas, les conditions générales de la production et de la reproduction de la formation sociale. Alors, pour évoquer quelques-unes de ces fonctions, en tant que capitaliste collectif en idée, pour revenir sur des terrains plus concrets, l'État est d'abord en effet l'instance supérieure qui va garantir les fondements juridiques généraux, les normes, les autorisations du système du travail abstrait et donc de l'exploitation. Il va donc garantir les fondements juridiques de la concurrence, les relations contractuelles qui vont également lier les travailleurs aux exploiteurs. Et bien sûr, il est aussi dans ses fonctions un appareil de sûreté avec son mécanisme de répression et de coercition dirigé vers la lutte de classe. Mais aussi un appareil de répression contre tout intérêt privé qui contreviendrait à ce qui est perçu par cet État comme l'intérêt général de la forme de vie sociale, en tant que tout, dont il a la responsabilité en quelque sorte. L'État est également doté, bien sûr, d'un appareil militaire dirigé cette fois-ci vers les pays capitalistes rivaux, au XIXe siècle contre les pirateries également, les colonies et les éléments qui mettraient en danger un petit peu les centres capitalistes depuis les périphéries. Et donc il va aussi, on pourrait dire, représenter une sorte de... Comme les capitalistes et les intérêts privés ne peuvent pas se défendre eux-mêmes face à la quantité de dangers qui les gâteraient, l'État va jouer le rôle de sorte de capitaliste collectif guerrier, qui va garantir justement la survie et l'expansion des processus individuels de valorisation qu'il va protéger. C'est un peu la fonction impérialiste de l'État. On est passé d'une sorte d'impérialisme d'inclusion, où au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, l'impérialisme a essayé d'inclure des territoires autour des centres, alors qu'aujourd'hui, à partir des années 1970, on a plutôt un impérialisme d'exclusion, qui cherche plutôt non pas à coloniser, à faire la conquête de territoire, mais un impérialisme qui cherche donc à exclure tout ce qui pourrait le mettre en danger dans les périphéries. Donc ça va être en effet un État capitaliste qui va se préoccuper, Armel en parlait tout à l'heure, des problèmes des migrations internationales, le problème du terrorisme dans les périphéries, le problème de l'effondrement de ces périphéries quand les États s'effondrent. Là, quand il y a quelque chose dans ces périphéries qui le met en danger, alors l'impérialiste collectif en idée qu'est l'État va, par ses appareils militaires, intervenir pour sécuriser plutôt son centre. Et bien sûr, à côté de ces dépenses militaires, l'État va se charger d'autre chose, notamment des tâches coûteuses, mais indispensables, que Marx appelle les faux frais de la production de richesses capitalistes.
Et ces faux frais, je vais évoquer plus particulièrement ce que c'est, ils vont en fait devenir de plus en plus importants au cours du développement des forces productives. Et ces faux frais vont être toujours plus lourds pour la société capitaliste. Et donc il n'y aura que l'État qui pourra s'en charger pour véritablement régler le fonctionnement. Par exemple, l'État va s'occuper des infrastructures nécessaires à l'accumulation du capital, transport de manière générale, qui vont permettre la circulation des marchandises, des travailleurs, etc. L'État souvent s'occupe aussi de la logistique portuaire, pas toujours, mais souvent. Et aussi aéroportuaire, c'est des coûts énormes. Souvent ce sont des sociétés mixtes qui vont s'en occuper. L'État aussi historiquement va s'occuper souvent de l'électrification des sociétés, des réseaux de communication, de la viabilisation des zones de production et de consommation des marchandises. Les zones industrielles, les zones artisanales, les zones économiques, tout ça est viabilisé par l'État et ses collectivités territoriales. Mais aussi, on peut penser que le rôle de l'État va être aussi d'être le garant de la reproduction des individus en tant que marchandises. Et notamment à travers l'invention du secteur, d'une nouvelle sphère, la sphère sociale. Il va se charger notamment de ce qui va être la sécurité sociale. Il va s'occuper aussi de la création d'un système de santé dans cette société capitaliste, d'un système aussi public d'éducation. Et notamment ce système éducatif dont va mettre en place l'État à partir du XIXe siècle, c'est lui qui va, ce système éducatif, homogénéiser culturellement les futurs travailleurs. Dans la société prémoderne, il n'y a aucune homogénéité culturelle par rapport aux langues, aux mœurs, etc. Donc l'installation d'une éducation nationale, justement, dans les sociétés modernes, va permettre cette homogénéisation culturelle et donc la création d'une langue commune. Mais aussi cette éducation va permettre de répondre, bien sûr, aux attentes en métier et en compétences, bien sûr, du marché du travail, qui est lui-même restructuré de manière permanente. Et bien sûr, donc, cette éducation va hisser le niveau de productivité futur des travailleurs qui sont d'abord des élèves. Et donc le système éducatif va proposer finalement au marché aussi, à travers les formations, la rentabilité future que pourront escompter les entreprises. Et donc l'État va s'occuper d'autres fonctions, par exemple bien sûr de la recherche scientifique et technique fondamentale, souvent qui n'est pas immédiatement rentable pour les capitaux privés. Haussmann qui restructure Paris au XIXe siècle, c'est aussi une forme de prise par ce rôle de l'État. Le Paris médiéval qui ne correspond pas du tout à la circulation des marchandises, qui est un Paris chaotique avec des rues dans tous les sens et qui n'est pas apprêté justement à la production et à la vente des marchandises. Il faut restructurer spatialement Paris, et ça, les intérêts privés ne peuvent pas s'en charger eux-mêmes. Donc c'est l'État qui va transformer Paris pour en faire la capitale de la modernité au XIXe siècle. Toute cette fonction de capitaliste collectif en idée, elle va être jouée par donc des établissements publics, des collectivités locales, des administrations, des préfectures, des entreprises publiques, etc. Tout ça va être joué par quantité d'acteurs publics. Et même aujourd'hui, on peut penser que la fonction de capitaliste collectif en idée est même un petit peu déléguée par l'État à des organisations pas nécessairement à but lucratif. L'État va déléguer des fonctions qu'il possède à des associations, par exemple, qui vont être sous perfusion des subventions de l'État. L'État va déléguer des fonctions à des fondations privées, parfois, à de nombreux partenariats publics-privés, comme on dit, qui vont se décerner ces fameuses missions de service collectif, en vue toujours de produire et reproduire la forme de vie capitaliste.
Et donc là, on a tout un secteur para-étatique, une sorte d'État extériorisé, financé directement ou indirectement par des budgets nationaux. Et puis de manière générale, si on change d'échelle, et si on regarde à l'échelle des grands blocs de libre-échange qui se sont formés donc, après la Seconde Guerre mondiale, donc à l'échelle du système monde capitaliste, ces fonctions de capitaliste collectif en idée, elles vont être parfois déléguées à des institutions de rang plus élevé comme la Commission européenne, qui va prendre des fonctions étatiques à un niveau spatial plus élevé. Ça peut être aussi, bien sûr, l'Organisation mondiale du commerce, qui va, elle, s'occuper de la régulation du commerce international, qui ne peut s'organiser qu'à cette échelle-là, et non pas à l'échelle des États. Ça va être, bien sûr, le Bureau international du travail, qui va là aussi régler certains éléments à une échelle internationale, etc. etc. Et à l'inverse, dans les périphéries effondrées du système monde capitaliste, quand les États n'existent plus parfois, et ne sont plus capables justement d'endosser le rôle normal du capitaliste collectif en idée, donc de reproduire la société en tant que tout, alors là, les États du centre, sous la forme d'aide au développement, vont mettre sous perfusion certains États, donc des périphéries, ou alors on va avoir carrément le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui va endosser la fonction de capitaliste collectif en idée quand les États, dans certains pays, ne sont plus capables d'essayer d'avoir des fonctions de régulation. Et donc c'est l'État HCR qui va, avec ses institutions, ses statuts, ses camps en kit, l'enregistrement qui va faire des identités à la place même des États, il va se substituer le HCR aux États effondrés, et donc il va constituer dans ces périphéries une sorte de processus de mise en camp à des populations désormais superflues pour le capitalisme, à toutes les populations superflues qui ne sont plus à exploiter de manière rentable, et donc le capitalisme des centres n'en a plus besoin. Donc voilà, c'est l'État HCR, un État nouveau qui se constitue sur la planète, qui va se charger de ces populations de superflus. La sphère politico-étatique est aussi déterminée par la société capitaliste parce qu'elle est totalement dépendante dans ses conditions de possibilité, d'existence, de la ponction que va faire l'État sur la croissance économique, sous la forme donc des impôts ou sous la forme de l'émission de dettes d'État. La sphère politico-étatique va nécessairement se rapporter à ce processus de valorisation économique. Et donc forcément, quand la valorisation commence à ralentir, quand la croissance économique commence à ralentir, alors forcément, l'économie vient limiter et étouffer toujours plus l'espace d'action de la politique et de l'État, et il met fin parfois, comme dans les périphéries effondrées dans certains continents, que la politique se trouve dans un rapport de dépendance. Il y a un philosophe marxiste qui s'appelle Jean-Marie Vincent, qui a cette formule qui exprime un peu cela. Je le cite, il dit « La bureaucratie, la bureaucratie, encore moins que les classes, ne domine le jeu social auquel elle participe. » Parce qu'elle est, en effet, pas indépendante. Elle existe dans un monde, et elle a besoin de ce monde pour pouvoir se réaliser. Même par exemple, l'argent que les banques centrales émettrices vont émettre à partir de rien, il faut se contenter d'anticiper la production future, pourtant impossible, de cette valorisation au travers du quantitative easing notamment, qu'elle pratique depuis la crise de 2008. Et ce lien interne sous-jacent entre l'État et finalement la masse sociale de la valeur
présente ou future qu'on espère demain, ce lien interne, en fait, se présente en face de l'État, des administrations et des fonctionnaires comme une contrainte collective chosifiée, notamment sous la forme d'un double diktat. Le diktat des agences financières qui vont classer les dettes d'État, fameux AAA, BB+, etc. Et l'autre diktat qui est celui de la règle d'or budgétaire, hein, ou alors au niveau mondial, c'est le fiscal rule, qui viennent limiter en effet les déficits budgétaires des États capitalistes. Et il y a là finalement, la forme phénoménale de ce lien interne, hein, qui limite toute l'action de l'État. On voit que ces États sont obligés de respecter les règles du système dans lequel ils existent et qui les déterminent finalement. Ils ne doivent ni trop ponctionner d'impôts sur la valorisation de la valeur, sinon la société, la croissance va s'effondrer en quelque sorte. Et ils ne peuvent pas non plus s'endetter dans des proportions qui risqueraient d'empêcher toute possibilité future de s'endetter par la suite plus encore. Et donc il y a cette dictature, ce qu'on appelle la dictature de la finance, hein, en fait, on peut penser que ce n'est rien d'autre que la phénoménalisation de ce lien interne, hein, qui lie l'État à sa condition de possibilité. Et à ce titre, donc, faire dépérir l'État sans pour autant constituer une autre forme de vie sociale qui serait non capitaliste, c'est en quelque sorte lié. On ne peut que s'opposer au capitalisme qu'en s'opposant aussi à ce rôle de l'État. Il faut véritablement les critiquer de manière commune, hein, véritablement. On ne peut ni imaginer la fin de l'État, on ne peut pas imaginer la fin de l'État sans la fin du fait de se rapporter les uns aux autres à travers une dépense de travail abstrait. Et donc, tout mouvement qui se voudrait transformateur doit véritablement chercher, à travers en effet les différences que l'on voit et qui semblent des sphères, la sphère politique, la sphère économique, qui semblent être opposées. Ça, c'est un des enjeux des luttes actuelles. Il faut les penser dans leur unité logique, véritablement, et donc les renverser de manière commune. Tant qu'on n'inventera pas une nouvelle forme de vie sociale qui nous permettrait de nous rapporter entre nous autrement qu'à travers le travail, alors toujours la forme de richesse capitaliste, la valeur et l'argent existeront. Et donc c'est en quelque sorte en frappant au niveau de cette synthèse sociale qui nous rassemble, c'est le travail qui constitue le lien entre les gens. Tant qu'on n'aura pas dépassé ce lien social-là, tant qu'on n'aura pas aboli le travail entre nous, qui nous rapporte les uns aux autres, alors on restera dans une société capitaliste. Donc il faut inventer, et là en effet on ne peut pas non plus se pencher sur l'histoire humaine passée, parce que certes il y avait des sociétés où les individus ne se rapportaient pas les uns aux autres à travers du travail, mais pour autant c'était aussi des sociétés particulièrement abjectes, avec un esclavage, avec des rapports de domination directe politique entre les gens, une place de la religion importante, un patriarcat également présent. Donc en fait, par rapport à l'idée de penser une société post-capitaliste, on est vraiment devant une question qui est sans modèle. On n'a aucun modèle possible. Tout est dans l'invention d'une nouvelle forme de vie sociale où on trouverait quelque chose, des activités qui nous rapporteraient entre nous, qui feraient société autrement que par cette socialisation par le travail. Sinon, en effet, cette socialisation par le travail constitue le mouvement des marchandises, le mouvement de l'argent, qui finit par nous dominer finalement et créer une société finalement où il y a une sorte d'aliénation des individus et de perte d'une forme d'autodétermination. La société capitaliste ne pourra jamais connaître en quelque sorte
une sorte de démocratie véritable où les rapports sociaux seraient conscients, transparents, autodéterminés, etc. Tant que justement ce mouvement de l'argent par la croissance économique, tant que nous rapportons les uns aux autres à travers ce travail, eh bien, il y aura toujours cette détermination des sociétés par l'accumulation de cet argent. Et cette accumulation jouera toujours un rôle essentiel dans la reproduction de la société. Donc là, vraiment, on est vraiment devant quelque chose à laquelle la théorie ne peut pas, elle seule, évidemment, proposer une solution clé en main. On ne peut pas dire ah ben il suffirait pour faire la révolution et changer de forme de vie, de faire ça, ça et ça. On est vraiment devant un nouveau continent. C'est vraiment une terre inconnue et dans laquelle on doit inventer, trouver d'autres moyens de nous rapporter les uns aux autres. Il faut que ce soit par la pratique, dans la lutte, que les gens, qu'on trouve des solutions entre nous pour éviter de nous rapporter les uns aux autres à travers l'argent, le travail, la valeur, les marchandises. Ce qui crée l'argent, c'est une dépense d'un travail indifférencié, une généralité abstraite, une dépense d'énergie abstraite des individus. Et pour Marx, c'est ce travail abstrait qui, en quelque sorte, va constituer une forme de richesse spécifiquement capitaliste. La valeur, et c'est cette valeur qui va constituer, qui va exister comme un argent. Et donc en effet, on peut penser que dans la modernité, en fait, tout l'argent qui existe, et même dans des systèmes qui pourraient apparaître différents, par exemple dans l'économie planifiée soviétique, elles dépendent toujours de cette dépense de travail abstrait qui va se représenter dans l'argent, donc dans les marchandises, en quelque sorte. Et donc, en fait, dès qu'on a de la croissance économique, on va avoir véritablement cette richesse qui est liée. Donc le capitalisme, pour revenir à une définition en fait, d'un point de vue marxien, ça va être véritablement ça. C'est le travail vivant qui, à travers son exploitation, constitue l'argent. Donc, forcément, n'importe quel État, dès qu'il va prélever sur la croissance économique, sous la forme d'un impôt, on sera quand même dans une économie capitaliste, forcément. Parce qu'il y aura une croissance, donc une accumulation du capital, une accumulation de l'argent. Le capitalisme, on va dire, c'est quelque chose qui, dans sa phase d'accumulation primitive, dans la phase de transition de la société médiévale à la société vraiment capitaliste posée sur ses propres pieds, c'est en effet un processus qui va du XVIe siècle au XIXe siècle. C'est vraiment un processus long. Et en effet, dans ce processus, donc, il faut y faire surgir cet État moderne. Alors, la question est difficile parce que, en fait, l'État moderne va naître d'abord de la crise des rapports sociaux féodaux. C'est-à-dire que les seigneuries perdant leur rôle principal qu'ils avaient depuis l'an 1000 à partir du XIVe siècle, les maisons du roi, les royautés vont se constituer autour d'elles un embryon de forme étatique, à travers l'apparition de fonctionnaires, véritablement. Donc on a déjà, c'est vrai, une sorte d'embryon, une sorte d'état pré-moderne qui va venir se constituer, 15e, 16e siècle, 17e siècle. 15e, 16e siècle, oui, 17e siècle. Et cet état pré-moderne, il n'est pas encore de nature capitaliste.
ou alors, disons, il a un double contenu, il a un double rôle. Il a un rôle, principalement à la fin du Moyen-Âge, de dissolution des rapports sociaux médiévaux. L'État va s'affirmer donc voilà, contre les seigneurs, de manière générale, en coupant au couteau, et il va notamment à travers l'invention des armes à feu et à travers ces guerres, cet État prémoderne va être dans un besoin notamment d'argent pour payer l'énorme besoin d'armes à feu dont il a la nécessité sur les champs de bataille pour remporter des guerres. Donc il y a une sorte, au XVIIe siècle, de volonté de puissance de ces États prémodernes. Et pour acheter ces armes à feu, ces États prémodernes vont transformer à la fois la nature et le volume de leur ponction fiscale. Pendant très longtemps, les maisons des rois faisaient des ponctions fiscales en nature, et au XVIIe siècle, elles vont se monétariser très fortement, et par là, ces États prémodernes vont réclamer en quelque sorte aux individus de l'argent pour payer leurs impôts, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Et donc là, évidemment, ça va avoir un rôle, cet État prémoderne va avoir un rôle important de dissolution des rapports sociaux précédents. L'introduction de l'argent dans la vie des gens va se faire par ce rôle de l'État qui donc, voilà, a besoin de cet argent. Et à côté de ce rôle dissolvant de l'État, on va avoir à côté un deuxième contenu, c'est-à-dire que, surtout à partir du XVIIIe siècle, et surtout de l'État anglais, et c'est pas étonnant que ça va se passer à ce moment-là, tout à coup, cet État prémoderne, puisque les rapports sociaux sont en train de se monétariser, puisque de plus en plus au XVIIIe siècle, les gens se rapportent les uns aux autres à travers du travail, et donc du travail abstrait, donc la société est de plus en plus corsetée, moulée dans les formes sociales capitalistes, eh bien cet État va commencer à jouer vis-à-vis de cette société en train de se transformer un nouveau rôle auquel il n'avait jamais pensé, et les rois et les administrations royales vont commencer à jouer ce rôle. Elles vont avoir un rôle un peu développementiste. Les États vont se mettre à vouloir développer leur société. Elles vont vouloir commencer à réfléchir à comment reproduire la société en tant que tout. Et elles vont commencer à vouloir jouer, cet État va commencer à vouloir jouer la première forme embryonnaire de ce qui va devenir le rôle de l'État capitaliste. Cet État prémoderne va jouer le rôle de capitaliste collectif en idée. Alors, on va avoir par exemple au XVIIIe siècle beaucoup de lois sur le problème des mendiants, des pauvres, de l'hygiène. L'État aussi va se soucier de comment produire plus d'argent. Tout le livre d'Adam Smith, La richesse des nations, c'est ça le projet. Les physiocrates et même Vauban vont commencer à se préoccuper du bien-être entre guillemets, de la société tout entière. Et là-dedans, on voit surgir ce rôle de l'État qui est garant, qui commence à être le garant de ce qui va devenir au XIXe siècle, voilà, l'État garant de l'intérêt général, de l'universel, de la société en tant que tout, de ce que justement ne peut pas faire la socialisation sans société, qui constitue la vie économique des individus. Donc là, on voit au XVIIIe siècle une sorte d'effet de bascule. On voit en fait cet État prémoderne qui, par son premier contenu, était juste dirigé contre les seigneurs, contre l'ancien monde médiéval, et qui cherchait dans une volonté de puissance de s'auto-accroître, et qui pour autant, c'est un peu à son encontre, c'est sans le vouloir, qu'en monétarisant par son appareil fiscal les rapports sociaux, l'État constituant cette société capitaliste, eh bien désormais, comme il va commencer à en dépendre, il va devoir donc se préoccuper de la richesse des nations, c'est-à-dire de fonctions générales par rapport à la reproduction
de cette société, sinon qui ne fonctionne pas seulement sur les intérêts privés, sur les intérêts économiques, sur la concurrence qui joue. Donc là, on a véritablement un effet de bascule. Et c'est qu'au XIXe siècle, quand on a l'État qui est véritablement posé et dérivé de la société capitaliste, ou alors là, véritablement, il ne joue plus que le rôle de capitaliste collectif une idée. Mais c'est véritablement, à mon sens, une sorte de transition longue. Parce que pendant très longtemps, pendant la transition en gros de 3-4 siècles de la société médiévale à la société capitaliste, disons au XIXe siècle, pendant longtemps ça va être mélangé. Ces rôles prémodernes et modernes de l'État vont un peu s'imbriquer les uns les autres. Pour le résumer vraiment à grands traits, l'accumulation du capital se fait donc par l'exploitation du travail vivant, mais pour autant, la logique de concurrence du capitalisme, pour justement abaisser le coût des marchandises et remporter des marchés, pousse les entreprises à des hausses de productivité. Et les hausses de productivité, c'est vrai qu'elles sont essentiellement établies, mais pas que, par l'introduction de machines. Et les machines qui viennent remplacer le travail vivant. Et à la longue, le capitalisme est par ce fait dans une sorte d'autocontradiction interne. La masse sociale de la valeur, en quelque sorte, représente de moins en moins de travail vivant, et donc on a une crise structurelle du capitalisme qui vient surtout en surface à partir des années 70, quand les taux de croissance, de manière générale, des centres viennent à chuter. Et c'est vrai que, donc par cette logique de remplacement du travail vivant par les machines et les technologies, le capitalisme, en fait, depuis les années 70, ne peut plus fonctionner comme une sorte de régime d'accumulation auto-entretenu par l'exploitation du travail vivant. Il est obligé, pour continuer à fonctionner, d'anticiper les profits futurs au travers de l'endettement. Et donc, en effet, on va voir un capitalisme qui va fonctionner par la création de capital fictif, en quelque sorte, sous la forme de l'endettement des entreprises, l'endettement privé, sous la forme de l'endettement public, parce que les États non plus, ne pouvant plus saigner comme ils le voudraient la croissance, ils sont obligés donc aussi de d'émettre des dettes souveraines, et également les banques, qui vont donc se servir auprès des banques centrales d'une monnaie donc créée ex nihilo, en quelque sorte, par ces banques centrales. Et donc, en effet, le capitalisme fonctionne, après avoir scié un petit peu la branche sur laquelle il est assis, il va fonctionner un peu à crédit. Donc, on a, depuis les années 70-80, le capitalisme pousse devant lui, et une sorte de boule de dette toujours de plus en plus grande, et qu'il est obligé de faire grossir, sinon finalement tout le système risque de s'effondrer. La dernière grosse boule de dette en 2008, donc avec le crack et la crise bancaire qui est arrivée, donc à commencer à montrer le caractère mondial de cette crise, parce que c'est pas qu'une crise des centres, c'est de manière générale que le capitalisme ne fonctionne désormais plus qu'à crédit, en effet, par cet endettement massif. Une question de survie, et qui est aussi cette question de la crise du régime d'accumulation pose aussi donc le problème de la crise du politique et de l'État. Donc en effet, qui cherchent par tous les moyens soit à réduire leur ponction sur la valorisation, soit en effet à émettre de la dette souveraine, soit alors à réduire leur appareil, la voilure. Les États vont lâcher les fonctions qu'ils avaient auparavant en essayant de se réduire sur les fonctions minimales que l'État joue dans le capitalisme. Donc en effet, on n'est plus au temps de l'État-providence. Justement, on passe à un État qui va couper dans toutes les politiques sociales, dans toutes les politiques éducatives qu'il voudrait, parce qu'il n'y a plus derrière lui le boom fordiste qu'il y avait du temps de l'après-guerre, où là l'État disposait d'un régime d'accumulation fort et dense, dans lequel il pouvait saigner facilement et donc reproduire
plus facilement la forme de vie capitaliste. Là désormais, avec les taux de croissance qu'il y a, il ne peut plus jouer en quelque sorte ces rôles au niveau complet. Donc voilà, l'État est aussi en crise. Et donc forcément, la société est en crise. Et comme la crise se poursuit, eh bien, de plus en plus, nous qui sommes écrasés par cette crise, par ces montées du chômage, etc., eh bien, il y a une sorte d'énorme nostalgie pour la forme politique précédente du capitalisme, qui est la nation et l'État. Et donc, il va y avoir une sorte de sacralisation de l'État, de vouloir retourner à l'État stratège, de vouloir que l'État se réinvestisse. Il faut opposer le politique à l'économique, etc. Et aussi à la nation, le nationalisme, forcément, qui va être... Alors qu'il avait presque disparu depuis le boom fordiste, eh bien, on a une sorte de néo-nationalisme qui va surgir. Et au contraire, tout ce qui va être donc justement lié au nouveau capitalisme, qui est en effet symbolisé par cette nouvelle échelle spatiale européenne ou mondiale, le mondialisme, la mondialisation, tout ça, la nouveauté va être critiquée, la nouveauté capitaliste va être critiquée du point de vue des anciennes formes capitalistes, en quelque sorte. Et on va croire que ce sont véritablement une opposition qui serait opérante pour sortir du capitalisme. Comme on voit que le capitalisme, même à l'échelle européenne, ou à l'échelle de manière générale, si on change de continent, à l'échelle des différents blocs de libre-échange qui se sont constitués, et qui sont plus ou moins intégrés politiquement. L'Union européenne est certainement le bloc de libre-échange le plus intégré politiquement sur la planète, par rapport à l'ASEAN, au Mercosur, etc. Mais comme ces blocs, en fait, fonctionnent tout aussi mal, ou du moins cette nouvelle échelle du capitalisme n'arrive pas à réamorcer l'accumulation, le régime d'accumulation auto-entretenu par l'exploitation du travail vivant, et est toujours obligé de faire un régime d'accumulation par anticipation de futurs profits à travers l'émission de dette, en quelque sorte, il y a une sorte de processus bloqué. Le capitalisme est en quelque sorte en phase au milieu du gué, et il est partagé entre les deux. Donc il n'arrive pas, enfin moi, la question que je me pose, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'une sorte de régression du processus d'intégration au niveau mondial du capitalisme, où finalement les capitalismes abandonneraient les blocs de libre-échange et se reposeraient, se reconfigureraient à l'intérieur de leurs vieilles formes cellulaires qui seraient les nations et les États. Le Brexit, c'est quand même, en effet, même les élites britanniques capitalistes qui auraient intérêt forcément au marché commun et à élargir leur ère d'exploitation, etc. Là, on voit bien que la population a voté, et donc on va avoir un processus de régression. Et on le voit de manière générale, le blocage aussi depuis quelques années des accords dans le cadre de l'OMC qui avancent moins vite. Il y a une forte volonté de protectionnisme des États eux-mêmes qui remettent des frontières, certains États qui remettent des barrières douanières. Donc on a une sorte de processus qui est toujours mêlé à des volontés libérales. Mais la configuration dans laquelle on vit n'est pas totalement néolibérale. Elle est libérale protectionniste. Il y a vraiment mélangé les deux, véritablement. En fonction des marchandises, en fonction des marchés, on va libérer ou protéger, etc. Il y a un capitalisme qui fonctionne véritablement sur les deux. Et ça montre, je crois, ça exprime la situation au milieu du gué du capitalisme, qui, en crise, en fait, est un peu en bout de course et ne sait pas trop quoi faire par rapport à son devenir de courant dans l'anarchisme. Par exemple, le courant, on va dire, plutôt autogestionnaire. Là, je pense que là, ça pose problème. Parce que la question de l'autogestion dans les usines, dans les entreprises, qui est plutôt, en effet, soutenue par les libertaires de manière générale, ça, par contre, je pense que ça ne sort pas du capitalisme parce qu'on autogère la production de marchandises. C'est-à-dire qu'on a beau être sans patron dans les usines, on continue de manière générale à se rapporter les uns aux autres à travers du travail. Et donc l'usine autogérée continue à produire des marchandises et c'est toujours le travail qui va se représenter dans les marchandises sous la forme argent.
Donc en fait, l'autogestion, c'est une sorte d'auto-exploitation finalement plutôt. Mais le marché va venir toujours déterminer l'entreprise autogérée. C'est l'usine LIP. Forcément, ça ne pouvait pas marcher du tout. Et même au niveau d'une autogestion généralisée à un pays, ça ne peut pas marcher non plus parce que cette autogestion sera toujours déterminée par des contraintes générales qui réduiront la capacité d'autodétermination et d'autonomie. Les rapports sociaux des individus, même en s'autogérant dans la usine, finiront toujours par se présenter comme une contrainte chosifiée face aux individus, et donc ça constituera une forme d'aliénation. Ce qui est plus intéressant, et ça je pense qu'il faut lire par exemple des auteurs comme je ne sais pas si vous connaissez les gymnénologues, de sortir également un livre de Myrtille, des gymnénologues, qui s'appelle Les chemins du communisme libertaire. Un autre courant anarchiste qu'on appelle donc le communisme libertaire. C'est un courant essentiellement, on va dire, rapidement espagnol. L'Espagne étant plus en retard dans l'introduction du capitalisme au XIXe siècle, ce communisme libertaire, en gros, essaye de dépasser l'idée qu'il faudrait se rapporter les uns aux autres à travers la quantification du travail. Ils disent, arrêtons de compter les heures passées pour obtenir des biens, pour satisfaire nos besoins. Arrêtons de mettre ce travail au centre de nos vies. Et ainsi, les relations humaines seront plus faciles, agréables, etc. Et donc, en effet, ce courant communiste libertaire, voilà, je pense, est un des courants qui ne va pas donc s'organiser. Lui, son point d'émancipation ne va pas être d'organiser des syndicats dans des entreprises. Parce qu'un syndicat qui autogérerait la production de marchandises, quand il exproprierait les propriétaires, finalement le syndicat ferait simplement une sorte d'auto-gestion de marchandises. Et au contraire, le communisme libertaire prend pour objet d'émancipation la création de communes rurales surtout. C'est un courant un peu ruraliste où les gens produiraient collectivement en mettant en commun terre, bâtiments, outils, etc., etc. Ils essaieraient de produire la satisfaction de leurs propres besoins sans pour autant calculer le temps de travail entre les gens. Voilà. Donc ça, c'est une piste intéressante. Et ça a été tenté, on le voit dans le bouquin Le chemin du communisme libertaire, en Espagne en 36-37. Voilà. De manière plus ou moins différente en fonction des communes rurales en Aragon. Parce que des fois, on pense abolir l'argent, on se dit, allez, dans la commune, on exproprie, on fait tout collectivement, etc. Mais pour autant, on abolit l'argent, mais on va recréer par exemple des bons de travail. Donc, et en fait, ça ne résout pas forcément l'affaire dans certaines communes, parce que finalement, voilà, tu as fait tant d'heures de travail pour la collectivité, tu as droit à 3 bons, à 4 bons, etc. Armel pourrait le dire plus précisément tout ça. Et donc finalement, des fois même en abolissant la forme de l'argent, on peut la recréer sous la forme de bons de travail. Ou encore, les individus vont être dominés par cette quantification des heures et se rapporter les uns aux autres à l'intérieur de la communauté, voilà, à travers ces bons. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de plus intéressant, il me semble, de ce côté-là. L'ambivalence des luttes pour les droits. On ne peut pas s'opposer à des gens qui luttent pour des droits dans la société capitaliste. Parce que la société capitaliste exclut quantité de gens, exclut les femmes, des personnes racisées, etc., etc. Et donc évidemment, à l'intérieur de la forme sociale capitaliste, le sujet qui a toujours été un sujet masculin, blanc, est élargi à un ensemble de personnes à travers des luttes, à travers une conquête de droits. Mais pour autant, je pense que cette l'égalité des droits est immanente à la société du capitalisme. Non, on ne peut pas s'y opposer parce que on ne va pas abolir la société capitaliste demain matin. Donc il faut bien gérer l'existant et faire en sorte qu'elle soit moins inégale, moins dégueulasse, etc. Mais pour autant, l'égalité des droits n'est pas en soi une lutte révolutionnaire. À mon sens, c'est une lutte immanente à la société capitaliste. Et justement, il me semble que un droit à la vie, un droit à la subsistance, un droit au logement, un droit à la santé, un droit au travail, un droit à l'éducation, un droit à la ville, un droit, etc.,
Ça n'a de sens que dans un système de relations sociales qui, par sa propre logique, ne présuppose pas justement comme évident ces éléments de base de la vie humaine, mais bien au contraire les empêche objectivement. Que le droit n'existe que parce que y a la carence qui s'impose dans cette société capitaliste et donc qui le rend nécessaire en quelque sorte, quoi. Et donc, je n'ai pas du tout parlé, mais Evgeny Pazoukanis, justement, dans la théorie générale du droit et du marxisme, évoque beaucoup cette question-là, de dire que en fait, les formes juridiques sont des formes spécifiques à la société capitaliste. C'est-à-dire que le capitalisme, à travers son fonctionnement, a besoin de droits, de rapports juridiques, et les génère de manière immanente. Et donc, Pazoukanis, c'est sa thèse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser la révolution en termes juridiques. Voilà. Et la société post-capitaliste sera justement une société où le droit, du fait de cette nouvelle société, n'aura plus besoin d'exister en quelque sorte. Voilà. Le capitalisme n'est pas l'éternel retour du même. C'est pas quelque chose d'éternel. C'est une forme de vie qui est née et qui disparaîtra forcément un jour. Hein, c'est pas inscrit dans les tables de la loi que ça existera 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, à l'échelle évidemment de l'humanité. Forcément, c'est quelque chose qui disparaîtra. Le capitalisme constitue une autocontradiction interne, de par sa logique de concurrence. Hein, les capitalistes sont obligés, pour remporter des marchés, d'abaisser, comme je disais, le prix des marchandises. Et justement, la seule manière dont ils peuvent faire cela, c'est utiliser des technologies. Donc la technologie n'est pas neutre, elle va être justement encodée, construite par les besoins de rentabilité du capital. C'est-à-dire la technologie va servir essentiellement à densifier la production de marchandises dans une même unité de temps. Donc on a vraiment une technologie qu'on peut qualifier de capitaliste, véritablement. Elle est constituée par le besoin logique de la hausse de la productivité à travers des inventions liées à des révolutions industrielles. Il faut, pour sortir du capitalisme, bazarder tout un ensemble de technologies qui sont qu'adéquates au capitalisme et qui devront forcément disparaître parce que inutiles dans une autre forme de vie sociale. Donc en effet, une critique du capitalisme se doit, je pense, être aussi une critique anti-technologique. Hein, mais technologique au sens de déterminé par les besoins du capitalisme. Et d'autre part, en effet, ce besoin de hausse de productivité du capitalisme pour abaisser le coût des marchandises, il a pour des avantages aussi, comme les marchandises valent de moins en moins cher, les profits par unité de marchandises sont aussi de plus en plus petits. Et donc le capitalisme, pour compenser cette baisse du profit par unité de marchandises, est obligé, pour rentabiliser son capital de manière générale, d'augmenter le volume de la production, c'est-à-dire de fabriquer plus de marchandises. Pour essayer d'avoir le même profit, mais au lieu d'en produire 100 marchandises, il va devoir en produire 10 000 pour avoir le même profit, parce que ces marchandises coûtent de moins en moins cher. Et donc, cette logique-là implique l'utilisation par le capitalisme, et de manière fonctionnelle, il ne peut pas faire autrement. Il est obligé d'utiliser davantage de matières premières pour fabriquer le corps de ces marchandises. Le capitalisme est obligé d'utiliser plus d'énergie. Donc en effet, le capitalisme, en quelque sorte, se sert de la nature, de la planète et des ressources comme un support pour compenser la baisse du taux de profit par unité de marchandises. Et donc le capitalisme, en effet, en même temps que l'accumulation du capital croît, eh bien, c'est l'envers de ce processus, la destruction généralisée, le ravage généralisé de la planète. Et à la fois par le fait de géologiquement transformer la surface de la Terre. On pourrait parler non pas d'anthropocène, mais de capitalocène. Le capitalisme, en quelque sorte, par sa logique d'utilisation de plus en plus de matières premières, transforme la surface de la Terre géologiquement. Une lutte anticapitaliste ne peut être qu'une lutte radicalement écologiste. On a un capitalisme fou qui est en quelque sorte il tourne en roue libre et il est véritablement en crise et que en quelque sorte en s'effondrant, c'est tout son monde qui s'effondre autour de lui. Et en même temps, cette perte de contrôle que le capitalisme a sur son environnement, sur les sociétés, sur les individus, en même temps entraîne
que, notamment l'État, perdant sa voilure qu'il avait durant les 30 Glorieuses, une voilure large, il avait plein de domaines politiques, l'État se réduit à ses fonctions régaliennes, à des fonctions en effet répressives. Parce que autour de lui, le chaos organisé, mais à son corps défendant par le capitalisme. Je ne crois pas du tout que ce chaos soit une volonté consciente du capitalisme.